Bon, je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer. Donc, je rappelle simplement, ça va nous donner 1 ou 2 minutes de plus, le principe hein, pour ceux qui participent pour la première fois. Moi, en fait, évidemment, je ne vous vois pas. Hein, vous me voyez vous, mais moi, je ne vous vois pas. Je reçois vos questions, donc vous tapez. Je les vois défiler à l'écran, ce qui fait que de temps en temps, j'ai plutôt un œil sur la gauche. Alors, je dois regarder en haut, parce qu'en haut, il y a la webcam. Et puis, de temps en temps, je regarde un peu en bas aussi, parce que j'ai quand même des notes, notamment les réponses là, que Daniel Françoise m'a fait cette semaine. Donc, bon, voilà. Et le principe, donc, c'est que j'essaye de répondre en direct aux questions que vous posez par écrit. On essaye de faire ça sur 1 heure, sur une durée en gros d'1 heure, 1 heure 1 quart. Bon, c'est plutôt jusqu'à là, ça a été plutôt 1 heure 1 quart. Mais enfin bon, on se donne un laps de temps d'1 heure à peu près. Hein. Et puis, je le redis, il n'y a pas de questions tabou. Vous pouvez y aller. Hein, tout ce qui vous passe par tête ou qui vous pose problème, voire c'est pas forcément des questions, ça peut être des informations sur des sujets divers, sachant que moi je profite, si vous voulez, aussi de ces échanges pour, lorsque c'est nécessaire, interroger l'équipe municipale qui est actuellement en place avec sa direction, Daniel Françoise, qui fait qu'en général, je fais un courrier par semaine pour faire des propositions, poser des questions, et puis que j'ai un point d'information qui vient de la part de Daniel Françoise. Normalement, c'est tous les vendredis. Bon, là, on était férié, c'était le 1er mai, vendredi, donc on a eu le point d'info le lendemain. Voilà. Donc, le principe, c'est ça. Hein. J'aurais, avant de commencer, avoir une pensée quand même pour Didier Cailleux. Didier Cailleux et l'association Malandi pour son épouse Giovanna, puisque Didier elle connaît des problèmes de santé, vient d'être réhospitalisée, traverse des mauvais moments, donc c'est un profiter de cette occasion pour lui dire courage et puis en espérant bien sûr une meilleure santé dans les jours qui viennent. Alors, il y a une première question déjà qui m'arrive là. Attendez bien à ce que donc Véro Toto, as-tu des infos sur la date de mise en place des nouveaux conseils? Bon, je rappelle que pour l'instant, la réponse à cette question de loi, c'est la loi du 23 mars, dite loi d'urgence sanitaire. Cette loi prévoyait qu'un point sanitaire était fait avec le conseil scientifique le 10 mai, et en fonction de la réponse, si elle était positive, les conseils municipaux élus au premier tour devaient s'installer la semaine suivant le 10 mai, donc aux alentours, on va dire, du 15-16 mai. C'est la loi en vigueur, mais on a appris hier que le gouvernement a décidé de prolonger la loi d'urgence, et que cette loi donc fait de débat actuellement cet après-midi au Sénat et dans le courant de la je crois que c'est jeudi à l'Assemblée nationale. On a appris qu'a priori, alors que la semaine dernière, la question de l'installation des conseils municipaux avait été posée à l'Assemblée nationale, la réponse du gouvernement, c'est de dire oui, il faut le faire et le plus vite possible. On ne sait pas pourquoi, mais il semblerait que maintenant le gouvernement propose de retarder à nouveau l'installation du conseil municipal, et il
il semblerait que maintenant la date envisagée, ça serait entre le 2 et le 7 juin. Ce qui fait que on prendrait en gros deux semaines de retard supplémentaire. Bon an, mal an, on va se trouver à un conseil municipal installé presque 3 mois après son élection, ce qui pose quand même des sacrées questions, hein, parce que je rappelle que la loi, normalement, la Constitution, c'est que le conseil municipal, il devait être installé dans la semaine suivant l'élection, ça c'est la Constitution. Donc il y a eu une loi d'urgence pour compte tenu de la crise sanitaire et pour décaler les choses. Bon, de décalage en décalage, à un moment donné, on peut quand même s'interroger. Bon, ceci étant dit, ce qui est d'autant plus, si vous voulez, agaçant pour ce qui nous concerne, c'est cette situation qui fait qu'on n'est pas du tout associé dans la commune. Si on travaillait comme par exemple à Bénouville, il a contact entre autres avec qui vient d'être élue d'ailleurs dans la nouvelle municipale de Bénouville. J'ai eu des bon, ça se passe très bien à Bénouville entre l'ancien conseil et le nouveau, donc il y a en commun qui a lieu. Bon, si ça se passait comme ça à Blainville, j'ai envie de dire que bon, voilà, en commun et puis tout va, puis on n'est pas à une semaine près. Mais le problème, c'est que nous à Blainville, on est mis à l'écart complètement. On est informé et encore, et donc cette situation-là. Il y a quand même, c'est quand même un problème pour nous. Bon. Maintenant, on est dépendant des décisions de l'État, on peut penser, dire ce qu'on veut. La situation, ça dépend complètement des décisions prises par le gouvernement après ce débat là à l'Assemblée et au Sénat. Et est-ce qu'il y aura donc d'urgence bon. Donc on saura plus cette semaine. Je pense que cette semaine, on aura une date, enfin une période qui sera beaucoup. L'autre question qui m'est posée, il y avait il y avait une de son, mais cela reste audible. Oui, Annick Bourris me dit le débat de l'installation, j'ai entendu fin mai, moi. Il voulait qu'il y ait un point qui soit fait à la date du 23 maintenant, point sanitaire, a priori. À cette date-là, les dates d'installation des plus a priori d'élection à un deuxième tour devraient être définies. Bon, une fois, il y a un débat qui est en cours, donc je pense qu'à la fin de la semaine, plus précisément où on en est. Le son est taché. Oui, on est en Wi-Fi. Bon, alors, vous dire quand même, puis j'évoquais les relations avec Daniel Françoise, donc suite au Facebook Live, j'ai adressé un courrier à Daniel Françoise pour lui demander 3-4 points, 4 points importants. La réponse sur le point, c'était concernant le plan, puisque concernant le plan d'action lié au déconfinement. Il nous avait indiqué dans le bilan de la semaine dernière qu'ils avaient mis en place un plan d'action suite à la réunion du bureau municipal
puis une réunion complémentaire avec les chefs de service, donc définir un plan d'action. Du 27, donc on l'a jugé pour avoir information concernant le contenu de ce plan d'action, les objectifs, quels sont les acteurs, quels sont les moyens, etc., les éléments de connaissance. Je rappelle qu'en plus, on avait à ce que un groupe commun ancien, c'est-à-dire majorité et nouvelle majorité, soit mis en place pour travailler en initiative et les mesures à prendre dans le cadre du déconfinement. Proposition était donc la semaine dernière. Bon. Et donc maintenant la connaissance du plan d'action, habituel donneur de leçons, Daniel François nous répond que il nous communiquera ça tard, probablement à la fin de la semaine 19, c'est-à-dire aux alentours du 8 mai. Ah bon? T'es en Wi-Fi, c'est pour ça. T'es en Wi-Fi. Ils n'entendent plus rien, ils ont qu'à arrêter de m'appeler. Ouais, c'est quelqu'un avec Internet. Il devait être derrière. Une pause, oui. J'écris. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. On va faire une pause car il semble que on ait un problème dans la mesure où on est connecté en Wi-Fi et que ça fait. Donc on va se prendre 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. 5 minutes. Voilà, c'est les problèmes de la technique. C'est la première fois qu'on a ça depuis qu'on fait ce genre d'échange. 18 reconnectés, on va attendre un petit peu. On va peut-être en perdre en route, parce que 21. J'ai pas regardé, on était autour de combien au moment où on était à 51. C'est les allées du direct. Ouais, c'est les allées du direct. Ah, Emric, j'ai pas vu qu'Emric était là. Emric. Bruno non plus, j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas vu. J'avais pas vu dans les messages et dans les connexions. On est à 23. On va attendre encore une minute ou deux. Donc on sait que pour la semaine prochaine, c'est pas la peine d'être en Wi-Fi. Non. Ça veut dire qu'avant, ton PC est le son Wi-Fi. Oui. Okay. Avec le câble d'étage, la connexion est toujours meilleure. 24. Il y avait 59 connexions à 18h13. On n'a pas fini. 26, 27. 18h30, c'est ça, à peine, ouais. Ah, 10 minutes, arrêtez, quoi, à peu près. 29. 31. Bon, on va peut-être reprendre, donc avec nos excuses. Et puis, je pense que tranquillement, oh, bravo la technique, Lionel. Non, c'est pas tellement moi. Heureusement que j'ai Mohamed avec moi. Et à distance, Jennifer, entre autres, un certain nombre comme ça qui maîtrisent bien mieux que moi tous ces aspects techniques. Mais bon, ça marche. Donc, j'étais en train de dire que les échanges avec Daniel Françoise et les réponses qu'on a obtenues là samedi
Donc sur la question du plan d'action, donc il nous dit que on n'aurait pas d'informations avant au plus tôt fin de semaine 19, donc 8-9 mai, on sera à 2-3 jours du démarrage de la rentrée là à l'école. Donc ça se court, mais enfin bon, on est mis sur le fait à c'est pas la première fois. Dans sa réponse sur les questions de rentrée scolaire, il nous précise que donc il s'est inscrit avec l'équipe municipale, ils sont inscrits dans la reprise que elle a été prévue par le gouvernement avec la grande section pour la maternelle, le CP puis le CM2, hein, donc reprise le 11 mai. Une reprise qui se travaille, d'après ce qu'il nous dit, avec l'académie, les personnels, les parents d'élèves, bien que on ait quelques questions là sur l'intégration réelle des parents d'élèves. Donc, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a ce matin devait avoir lieu un conseil d'école exceptionnel. Donc avec toutes les parties prenantes. Bon, la mairie était représentée, mais nous, évidemment, on n'a pas été associés. Donc je n'ai pas de retour de ce conseil d'école de ce matin. Mais là, on n'en sait pas plus, nous, sur la rentrée scolaire. Toutes les questions qu'on entend au niveau national, est-ce que les dispositions sécurisées, notamment la santé des élèves sont réunis. Nous aujourd'hui, on ne sait pas, hein, on n'a aucun élément d'information. Concernant les questions de masques, hein, bon, on a reçu quand même les directives de l'éducation nationale telles qu'elles ont été mises en avant au niveau national. Donc on sait que concernant les masques, par exemple, hein, pour les maternelles, les masques c'est interdit hein, pour les enfants. Par contre, bon pour les enseignants et puis pour l'ensemble d'ailleurs des niveaux, hein, que ça soit CP, CM2, etc. Pour les enseignants, c'est obligatoire. Donc sur les masques, il y a plein de questions qui ont été posées cette semaine. Je vais vous dire un petit peu où on en est en termes d'information. D'abord, on avait demandé où il en était par rapport à la question de la mise en place de la chaîne de solidarité qu'ils envisageaient de mettre en place, donc faisant appel aux associations blainvillaises, aux personnes à titre individuel qui avaient envie de s'investir pour concevoir des masques en tissu. Donc, il nous a répondu que finalement, ils ont abandonné l'idée. En tout cas, au niveau du conseil municipal, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils ont abandonné l'idée parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'être attaqués juridiquement si quelqu'un, suite à la remise de ces masques, était touché par le Covid-19. Ils veulent pas prendre le risque d'être attaqués juridiquement. Bon. Et ils disent donc si cette initiative doit avoir lieu, il faut que ça soit les associations qui soient maîtres d'œuvre ou les personnes à titre individuel. Voilà. Donc en l'état, j'ai compris qu'il ne fallait pas compter sur le conseil municipal actuel pour piloter ce type d'initiative. Alors, moi, je ne vous cache pas que pour ce qui nous concerne, on est plutôt enclin à mobiliser ce genre de solidarité. Ceci étant dit, évidemment, on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas les manettes, tant qu'on ne sera pas installé, puisque évidemment, toute cette organisation à mettre en place nécessite qu'on ait les moyens de le faire, qu'on puisse disposer de salles, par exemple, qu'on puisse mobiliser les associations, enfin, etc.
Donc, on est, nous, en tout cas, dans l'idée de lancer une telle opération. Si, évidemment, les personnes se mobilisent, les associations, à partir du moment où on serait en responsabilité. On va d'ailleurs communiquer dans ce domaine-là sur notre site internet et sur notre page Facebook pour vous indiquer comment on voit un petit peu l'organisation d'une telle opération si on devait la mener, encore une fois, à partir du moment où notre conseil municipal serait installé. Donc je vous invite à aller voir sur le site. Je crois qu'à partir de demain, il y aura des éléments là-dessus. Mais pour le moment, évidemment, n'étant pas en responsabilité, on ne peut pas prendre l'initiative de lancer ça. C'est dommage parce que bon, je pense que ça valait le coup quand même de canaliser, d'organiser un peu cette initiative. En termes de questionnement, donc, on avait également envisagé, enfin sollicité auprès de Daniel Françoise l'idée de mobiliser Atypique. Alors Atypique, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est l'entreprise à but d'emploi qui a été mise à Colombelles, entreprise dans laquelle, au sein de laquelle des demandeurs d'emploi qui ont des projets se mobilisent pour créer. Et je sais que concernant la réalisation de masques, Atypique fait des choses dans ce domaine-là, puisque même la ville de Colombelles leur a commandé 1000 masques. Donc je vois que vous m'entendez bien. J'ai une réponse positive de la part de Daniel Françoise qui me dit oui, ça serait intéressant de les mobiliser. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut prendre appui. Pour ce qui me concerne, j'ai eu un contact direct avec Atypique, avec le responsable de l'association. Effectivement, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont des moyens limités actuellement pour répondre aux commandes. Donc, ils sont mobilisés sur Colombelles de 1000 masques, mais évidemment, sur le long terme, ils sont prêts à se mobiliser sur une commande qu'on pourrait passer éventuellement dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête et qu'on puisse mobiliser dans les semaines qui viennent. J'avais également interrogé. Alors, Martial Poré m'avait posé la question cette semaine. Messenger de savoir si on avait des informations sur la manière dont on distribuait les masques à Blainville. Je rappelle que l'équipe actuelle a commandé 41 000 masques, est un volume quand même très important, dont 6 000 en tissu là auprès de la mer, et donc pour une commande financière qui a les 60 000 € quand même. Bon, j'ai posé la question et dans la réponse, Daniel Françoise nous dit on est en réflexion pour déterminer comment on va effectivement diffuser ces masques, sachant qu'évidemment en priorité il y a les personnels et puis il y a aussi les personnes fragiles. Bon, ça c'est évident. Donc on est bien d'accord là-dessus. Après, comment on fait pour les autres? Pour l'instant, on n'a pas de réponse sur le sujet. C'est a priori en voie de réflexion. Nous, ce qu'on pense en tout cas, c'est que il faudrait à minima qu'il y ait un masque en tissu qui soit remis à chaque habitant et que peut-être un nombre de masques supplémentaires soit remis gratuitement à des familles qui sont
en situation précaire ou en situation difficile financièrement. C'est-à-dire que voilà, il faut bon. Alors j'ai bien vu que depuis ce matin, Leclerc, Carrefour, etc. Alors eux, c'est des millions de masques. Enfin bref. Bon. Alors vraiment là, c'est le secteur concurrentiel. Là, ils sont à la vente sur des prix qui sont parmi les plus hauts de tous les pays européens. Même s'ils disent que c'est après coûtant, il n'empêche que quand on compare à la Suisse et aux autres pays, les prix en France sont largement plus hauts que les autres. On m'a même dit que à Leclerc, maintenant, pour avoir les masques, il faut avoir la carte Leclerc, sinon on ne peut pas en avoir. Donc c'est le marché là qui vend des masques. Moi, ce que je pense encore une fois, c'est que il faut d'abord que l'État prenne ses responsabilités en fournissant des masques et en les prenant à sa charge. C'est quand même sa responsabilité. Et puis, qu'à minima, les gens puissent avoir les masques pour se protéger. On est quand même sur une crise sanitaire. Donc, voilà. Donc, sur le mode de diffusion, on attend d'en savoir un peu plus. Je crois savoir que, je l'ai dit d'ailleurs, je crois la semaine dernière, les masques qui ont été commandés à Camp-la-Mer, ils ne seront pas arrivés avant la fin, hein, d'après ce que j'ai compris. Ce qui pose problème d'ailleurs pour la période là qui va se venir derrière le 11 mai. Mais là encore, on attend des informations de l'État parce qu'on sent bien que l'État ne maîtrise pas son sujet. Là, hein. Ça part à volo, ça part dans tous les sens. Un jour c'est bleu, le lendemain c'est noir. Bon, personne n'y comprend plus rien dans cette affaire. Donc, manifestement, l'État maîtrise pas son sujet. Donc, affaire à suivre. On va essayer de continuer à se renseigner. Mais il faut effectivement que les services publics, hein, et là, les collectivités locales, territoriales, les régions, les services publics au sens large, l'éducation nationale, etc., assument leurs responsabilités par rapport à ça. J'avais posé aussi une autre question, c'est la question du 8 mai, parce que vous avez vu que là, voilà, hein, vendredi prochain, c'est le 8 mai, commémoration, hein, de la fin de la guerre, de l'armistice. Et j'ai demandé à Daniel Françoise quelles étaient les dispositions prises pour célébrer cet anniversaire, et puis demander qu'on soit associé au dépôt de germes, parce que j'imagine qu'il y aura quand même un dépôt de germes qui se fera. En termes de réponse, il me dit que pour l'instant, il faut que j'attende d'avoir des éléments d'information, qu'ils n'ont rien décidé, et voilà. Alors, peut-être que je serai informé le 9, bon, on verra bien. Voilà, concernant les retours d'informations qu'on a pu avoir de la part de Daniel Françoise. Si en plus il nous a informé effectivement qu'il y avait des mesures de prise concernant le nettoyage des locaux, la désinfection. Il y a un contrat qui a été passé avec une entreprise d'ailleurs, hein, pour faire ce travail. Une ardoise supplémentaire de presque 8 000 € à la charge de la commune. Ce qui m'inquiète un petit peu, alors c'est normal, hein, je n'ai pas de problème par rapport à ce genre de choses, et c'est normal qu'on fasse faire le travail là-dessus. Mais moi, ce que je vois, c'est les différentes factures pour la commune qui s'accumulent, les masques, le nettoyage, etc. Je vois pas beaucoup l'État là-dedans prendre ses responsabilités, et je dis que l'État, il va falloir qu'il admette que les communes, elles ont des budgets plus que serrés, que c'est pas simple, et qu'à chaque fois qu'on ouvre une dépense supplémentaire dans ce cadre-là, dans le cadre de la crise sanitaire, c'est d'autres engagements qui vont être mis en cause, quoi. Donc, il va falloir quand même se poser la question de comment, à un moment donné, les collectivités territoriales, les communes en particulier, sont aidées financièrement par rapport à la prise en charge de ces dépenses, qui sont des dépenses qui, bien sûr, n'étaient pas prévues au budget,
et que les communes vont à terme avoir du mal à assumer, sauf, encore une fois, à remettre en cause d'autres engagements qui sont pris, notamment dans le budget qui était voté là juste avant l'élection. Pour moi, il y a un vrai sujet financier par rapport à ça qu'il faudra poser. J'avais posé la question de la prise en charge par l'État des masques et Daniel Françoise m'avait répondu que j'étais un gars faucon et que ça servait à rien de poser cette question-là. J'ai quand même remarqué que dans les jours suivants, le fait que des gens comme moi posent cette question de la prise en charge par l'État fait que l'État a annoncé qu'il prendra en charge au moins en partie, à hauteur en gros de 50%, si j'ai bien compris, les factures d'achat de masques qui ont été réalisées par les mairies. Comme quoi, bah, c'est pas mal d'être yaka faucon de temps en temps, parce que ça permet aussi de rappeler chacun ses responsabilités. Alors, Catherine me pose la question, chez Leclerc, en effet, il faut la carte Leclerc, c'est quand même un comble. Bruno, notre colistier, a appelé la préfecture pour dénoncer cet état d'iniquité car il n'a pu en acquérir un. Voilà. Oui, j'étais informé que Bruno Vidal a téléphoné à la préfecture. Il y a un problème de lecture de la vidéo. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que si vous ne me voyez pas, c'est pas forcément très très grave. Quelqu'un peut-il me dire si vous m'entendez toujours? Ouais, ce soir, on n'est pas épargné par les problèmes techniques. Alors, oui, vous m'entendez toujours. Donc, je continue. Hein. Si vous n'avez pas l'image, c'est pas grave. pour le moment, on peut s'en passer. Oui. Donc, la préfecture, Bruno Vidal a appelé la préfecture, qui, je crois, lui a dit, ouais, bah, on va regarder, on regarde ça. Je crois même qu'il a appelé Ouest France, d'ailleurs, si j'ai bien informé. Bon, vous savez, ça, le problème, si vous voulez, enfin, c'est le marché, ça. Hein. Fallait pas s'attendre à autre chose. À partir du moment où on dit au marché, vous pouvez vendre des masques, et où l'État, lui, parallèlement, fait pas son dire de mise à disposition, vous vous retrouvez devant des situations comme ça. Je crois qu'à Carrefour, ce matin, ils ont été dévalués. Ils n'ont pas pu, je crois, faire la journée à Carrefour Aéroville, ils en avaient plus. Donc, oui, c'est unique, je suis d'accord, c'est pas normal, mais en même temps, la fourniture de masques au premier chef, c'est quand même la responsabilité de l'État et non pas de Carrefour ou de Leclerc. Quand j'ai entendu, je sais plus quel directeur, si c'est de Leclerc ou de Carrefour, dire à la télé qu'ils avaient été chargés d'une mission de service public par l'État, mais je rêve. Si maintenant Carrefour et Leclerc sont chargés d'une mission de service public, où est-ce qu'on va quoi? Dans le mélange des genres, je crois que on fait pas mieux. Quoi. Il y a vraiment quand même un problème là. Hein. Bon, en tout cas, je suis étonné moi de ce qui se passe. C'est pas normal. Moi, je dis c'est pas normal, mais dans la mesure où vous êtes sur le secteur privé, ils s'autorisent les règles qui sont les leurs, et puis voilà quoi. Alors, j'ai la question de Serge. Un budget rectificatif est-il prévu compte tenu des dépenses supplémentaires de la commune liées au coronavirus? Budget supplémentaire, c'est un peu l'idée que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment l'État abonde des fonds qui permettent effectivement de prendre en compte que les communes se trouvent obligées de prendre en charge des dépenses qui n'étaient pas du tout prévues dans les budgets et qui risquent d'être très importantes, hein, parce qu'on n'est que voilà, dans le début de cette affaire. Hein. Il y a des médecins qui disent qu'on en a pour 2 ans. Bon, il y en a d'autres qui disent qu'avec le mois de juillet, il n'y aura plus rien. Mais là aussi, on n'y comprend plus rien entre ce que disent les scientifiques les uns et les autres qui contredisent.
Mais toujours est-il que, bon, moi, je dis que au rythme où on est, si on doit dépenser 70 ou 80 euros chaque mois dans les dépenses liées au coronavirus, voire plus, bah, on fera pour l'année, de toute manière. Parce que je rappelle que Blainville, c'est 700 à 800 000 euros de capacité d'autofinancement sur une année. Hein. Donc, à un moment donné, on va tout abandonner dans les projets où on va demander à reporter le paiement des factures pour ne faire face aux dépenses liées au coronavirus. C'est quand même pas normal, quoi. Il va falloir quand même que l'État se pose la question, effectivement. D'ailleurs, j'ai vu que Morin, au niveau de la région, et les autres régions et les départements posent, à mon avis, très justement, cette question de comment financièrement l'État assume, si vous voulez, financièrement les conséquences de cette crise sanitaire pour permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle, non pas de simplement dépenser leur argent pour faire face à la crise, mais aussi de continuer dans l'intérêt des entreprises. Hein. Il faut quand même les entreprises de travaux publics. Là, on vient de nous dire effectivement, l'entreprise Pigeon a repris le travail sur le terrain Terre d'Avenir. L'entreprise sur la pharmacie, nouvelle pharmacie de Blainville, a repris le travail, etc. Bah oui, il faut bien que les entreprises progressivement reprennent leurs activités, mais aussi, à un moment donné, il va bien falloir payer les factures. Sinon, les entreprises vont mettre la clé sous la porte, quoi. Et on sait que les travaux publics attendent beaucoup des collectivités territoriales, puisque ce sont les premiers clients des entreprises de travaux publics, hein, les collectivités territoriales. Donc, il y a un vrai sujet, oui, je pense qu'il va falloir avoir un vrai débat sur la question de la prise en charge financière de toutes ces dépenses. Alors, c'est Mahama Kampaoré qui pose la question: comment se fait-il que les grandes distributions se soient emparées de cette histoire de masques? La réponse est dans la question. Bah ouais, j'allais te dire ça. Je pense qu'il faut qu'on continue à acculer l'État sur sa responsabilité. Il y a un problème de santé publique. En Espagne et en Autriche, l'État prend ses responsabilités. Il me semble qu'il faut être prudent par rapport à la situation. Bon, bah moi, j'ai rien à ajouter à ça. Je suis complètement d'accord. C'est un peu ce que je viens de dire d'une autre manière. Christelle Potier me dit: la situation n'est pas normale avec déjà avec des masques. Qu'est-ce que ça va donner avec les tests? Bon, mais même au niveau d'une commune comme la ville, les tests, on en peut pas. Effectivement, on est loin d'aborder cette question des tests, qui est pourtant, semble-t-il, effectivement, une question aussi très importante. Hein. Ouais, c'est Martine Dudouis qui me dit: la carte Leclerc est gratuite. Bon, bah oui, bah voilà. Mais quand même, indépendamment du fait qu'elle est gratuite, si vous voulez, c'est quand même voilà, mettre le doigt dans une démarche, si vous voulez, qui est une démarche de commerce. Hein, donc voilà, qui n'est pas une démarche, je dirais, de réponse publique à une crise sanitaire de l'ampleur de celle qu'on connaît aujourd'hui. Franck Bazin me pose la question: j'ai eu un groupe de travail téléphonique à Poste cet après-midi. Il y avait un conseiller municipal de l'équipe actuelle. Je lui ai demandé pour les masques. Il n'y aura pas de distribution pour tout le monde, juste les personnes à risque, et ils ne savent pas quand ils vont les distribuer. Voilà. Bon, bah ça, c'est une information que Franck nous donne. Hein. Nous, on n'a pas cette information. De manière que nous, l'information, on ne nous dit rien, on nous cache tout. Je pense même que je peux dire qu'on n'a pas toutes les informations qu'on devrait avoir. C'est-à-dire que là, je pense que Daniel Françoise ne respecte pas la loi du 23 mars, qui l'oblige à nous donner les informations. C'est vrai qu'il est obligé de nous associer, mais il est tenu de nous informer, et je pense qu'il ne nous donne pas toutes les informations.
Alors, Fredo me pose la question, les enfants de maternelle vont-ils rester sur une chaise toute la journée? Je peux donner une réponse officielle, puisqu'encore une fois, on nous a rien dit, on nous a rien dit là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore en discussion, hein, puisque j'ai vu même que les directrices d'école ont fait un courrier aux parents, et donc d'abord y compris pour savoir si les parents allaient effectivement mettre leurs enfants à l'école. Parce que je pense que c'était déjà la première des choses à faire, c'était d'interroger les parents sur leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont effectivement dans l'état d'esprit de mettre leurs enfants à l'école? Parce qu'il y en a plein qui disent je ne le ferai pas compte tenu du fait qu'on n'a pas assez d'informations et de garanties sanitaires. Parce que si c'est monter une usine à gaz pour découvrir que finalement les parents vont pas mettre leur gamin à l'école, bon bah voilà, moi je pense qu'il aurait fallu commencer par ça et évidemment donner aux parents un maximum d'informations pour sécuriser. Parce que si les parents sont pas sécurisés, bah, ils vont garder leurs enfants chez eux, quoi, hein. Je pense que c'est le grand risque auquel d'ailleurs on est confronté. Vous avez vu qu'il y a d'ailleurs plein de maires, hein, y compris sur la région parisienne, mais pas seulement, ils sont pas du tout dans la démarche qui est en train de se mettre en œuvre à Blainville, hein, qui disent tout simplement, bah, nous on demande le report de ce démarrage là du 11 mai parce qu'on estime que les conditions sont pas réunies d'organisation, conditions sanitaires, etc. Et j'ai vu que, y compris des syndicats d'enseignants, appellent à la grève, disent clairement qu'ils rentrent pas dans cette démarche de reprise à sauvette dans les risques sanitaires qui se présentent. Bon, ça va être compliqué, hein, la reprise du 11 mai. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que le gouvernement va nous annoncer là dans les jours qui viennent, parce que je rappelle qu'il se donne jusqu'au 7 mai pour finaliser les décisions. Donc les gamins à la maternelle, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, personne ne me dit rien. Oui, José Deveau me demande, vous avez une date pour votre prise de pouvoir? Bah, pour l'installation au conseil municipal, on l'évoquait en début là. Donc, c'est cette semaine que ça va être décidé, puisque ça fait partie du débat qui a lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, on devrait avoir une date d'ici la fin. Christelle Potier me demande comment une municipalité peut connaître toutes les personnes à risque de la ville. La situation risque d'être compliquée. Alors ça dépend de quelle personne à risque on parle, hein. Si c'est au sens de, je dirais, de la vulnérabilité générale, les personnes fragiles, la commune, elle a des éléments d'information au travers de différents plans qui existent. Et donc, elle a la connaissance, et dans la commune, il y a un CCAS, dont c'est le rôle aussi de s'intéresser, de savoir quelles sont les personnes fragiles, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments de connaissance. À Blainville, on l'a développé pendant la campagne municipale, ce travail de connaissances pointues n'a jamais vraiment été réalisé, si vous voulez, puisque l'analyse des besoins sociaux qui permet justement, qui est prévue par la loi, qui permet de faire cette analyse pointue, n'a jamais été réalisée à Blainville. Donc, il y a une connaissance à partir des rencontres qu'il peut y avoir, notamment à l'initiative des gens, mais enfin, c'est une connaissance imparfaite du point de vue de la fragilité au sens général, hein. Après, si vous parlez de la fragilité par rapport à la question du Covid-19, là, au jour d'aujourd'hui, ça renvoie au débat sur la question des tests, notamment, hein, puisque, et là encore, moi je suis pas médecin, mais quand vous entendez des médecins qui vous disent que les tests ça sert à rien, et puis que d'autres vous disent qu'il faut que tout le monde soit testé, bon, vous y comprenez plus rien, sauf à vouloir absolument prendre position.
Mais moi, je ne sais pas, donc je ne vais pas vous dire, je vais pas vous dire là-dessus ce qu'il faut faire. Moi, j'attends de ceux dont c'est le boulot, notamment les scientifiques, qui se mettent d'accord pour nous dire si oui ou non il faut tester tout le monde, et auquel cas, bah, il faut avoir les équipements nécessaires qui permettent de le faire. Moi, la question des tests, a priori, encore une fois, sans prendre position, ça me paraît quand même intéressant, parce que bon, même si c'est pour voir que quelqu'un bah, n'est pas concerné, bah, au moins on le sait. On voit qu'il y a des tas de pays hein, qui ont pratiqué à fond les tests et qui, au final, ont beaucoup moins de décès, beaucoup moins de malades, parce qu'après, ils ont isolé les gens dont, dans le cadre des tests, ils ont détecté qu'ils étaient porteurs du coronavirus. Hein. Donc, voilà, les tests, c'est la prévention. Moi, je suis toujours, par nature, plus sur des démarches de prévention que sur du curatif. Hein. Bon, voilà. Alors, Annick Bourris dit on nous cache tout, on nous dit rien à Blainville. Bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est. Mais moi, par rapport à ça, vous savez, maintenant, je vais pas mener bataille. Hein, j'ai renoncé, j'ai bien compris ce qu'était l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que les, les, les personnes de la liste sortantes n'ont pas accepté leur défaite. Ils sont toujours là-dessus. Ils sont toujours dans. Voilà, c'est. Et je pense que pour eux, si vous voulez, euh, tant qu'ils pourront garder le pouvoir, ils garderont le pouvoir. Tant qu'ils pourront nous mettre à l'écart, ils nous mettront à l'écart. Puis voilà. Hein, donc, il y a chose à faire par rapport à ça. Moi, j'ai fait des appels et des propositions nombreuses, y compris la dernière, hein, d'essayer de mettre en place un groupe de travail commun pour essayer d'avancer sur l'organisation justement de ce déconfinement. Bon, je me suis fait envoyer au plot encore une fois, hein, donc et encore, je publie plus hein, les lettres que je reçois parce que si vous voyez ce que Daniel Françoise écrit, il y aurait de quoi franchement monter sur la table. Hein. Mais bon, je réponds plus à ça. Moi, je crois que c'est pas l'intérêt encore une fois des Blainvillais. Je le laisse écrire, dire ce qu'il veut. Je communique à partir de ce que je reçois et puis j'attends mon heure, comme dirait l'autre. Et puis après, ben, ça sera une autre situation. Mais j'ai de la mémoire. Une distribution de masques est-elle prévue? Bon, bah, voilà, on a répondu. Hein, a priori, pour l'instant, en tout cas, ce que nous dit Franck sur la conférence téléphonique qu'il a eue aujourd'hui sur les PTT à Blainville, c'est pas prévu. J'ai vu par contre que sur Ville, sur Caen, etc., tout ça était prévu, hein, tout ça est organisé. Et donc, nous, on est là un peu en décalage par rapport à ça. Ce qui est évidemment bien dommage. Bonsoir Caroline, je vois Caroline qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, c'est Daniel qui dit on peut dire ce que l'on veut, ce sera quand même Daniel Françoise, l'artisan de la salle des fêtes. D'accord. Ouais. Après, il est pas artisan de la salle des fêtes parce qu'il y en a toujours pas, mais ça s'écrit pas de la même manière. Hein. Il n'y a pas de salle des fêtes pour l'instant. Moi, je crois avoir repéré un endroit où on pourrait installer une salle des fêtes. D'ailleurs, je le garde pour moi, mais parce que vous savez, on n'en parle pas de ça, hein, mais nous, je le dis de temps en temps, on continue à travailler, l'équipe des élus là. On se réunit tous les mardis soirs, hein, dans le cadre d'une visioconférence qu'on fait avec le logiciel Zoom. Et je peux vous dire qu'on bosse. Hein. Donc, on a déjà des dossiers qui sont préparés pour les conseils municipaux. On travaille sur les commissions, on travaille sur des tas de sujets. Hein. On n'est pas, on n'attend pas. C'est pas parce que on nous dit rien ou on veut rien nous dire parce qu'on veut nous laisser à l'écart qu'on travaille pas. Hein.
Alors, après, sur le sujet, pour l'élection, un peu plus de son comportement que je considère que c'est encore républicain. Là, c'est vrai que là, il y a un contentieux qui se crée quand même, hein, parce que c'est quand même pas normal ce qui se passe à Blainville. Ça étonne beaucoup autour d'ailleurs. Il y a beaucoup de communes qui parlent de Blainville et qui disent mais quand même à Blainville il exagère quoi. Parce que il y a peu de communes quand on regarde dans l'agglomération caennaise où on a une telle situation d'un maire sortant, certes battu si vous voulez, qui voulait rempiler, hein, parce que c'était ça, qui est en situation de maire dérogatoire et qui refuse d'associer les nouveaux élus. Il n'y a pas de situation, quoi. On me dit qu'il n'y aurait plus de son. Ça coupe, semble-t-il, ça coupe. Ouais, c'est à nouveau haché. Hein, c'est une catastrophe techniquement. Ouais. Le langage des signes, c'est pas possible, il n'y a plus d'image. Ah, mais. Ah, vous voyez, c'est moi qui vous vois pas, mais c'est moi qui. D'accord, j'ai pas de retour. D'accord, vous me voyez quand même. Bon, si j'avais su, j'aurais fait moins de grimaces. Moi, je pensais que vous me voyiez plus. Alors, c'est revenu. Voilà. Oui, c'est un cas unique, Annick Bourris. Oui, c'est un cas unique dans l'agglo caennaise. Où il y en a quelques situations comme ça en France. J'ai vu qu'il y avait des courriers qui avaient été envoyés au président de la République. Bon, enfin, vous savez, le président de la République, moi, je ne fais pas un courrier, ça sert à rien. Parce que le président de la République, il ne va pas intervenir là-dedans. Moi, j'étais intervenu auprès du préfet qui m'avait dit, de toute manière, monsieur Marie, votre demande, elle est légitime, mais la loi ne prévoit pas l'obligation de vous associer. Donc, si Daniel Françoise veut pas vous associer, bah, on pourra rien y faire. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Je suis même pas réintervenu auprès du préfet. C'est pour la peine, parce que je sais que il peut, sauf à faire passer des messages, quoi. Mais bon, ces messages-là ne sont pas entendus. Donc c'est, oui, là on me dit ça refonctionne. Alors sur les questions, allez-y. Pendant que j'y suis, parce que j'ai pas d'autres questions, euh, il y avait eu une question la semaine dernière. On a beaucoup discuté de l'éclairage public autour du débat. Est-ce qu'il faudrait pas éteindre entre 22h, 6h, enfin, etc. Et il y a une personne cette semaine qui nous a fait savoir qu'il existait un système dans certaines villes de France qui permettait, si vous voulez, pas d'éteindre sur des horaires, mais simplement, si vous voulez, en fait, de déclencher l'éclairage au moment du passage des véhicules ou des personnes. Et donc, ça, c'est intéressant. Et donc, j'ai demandé à Mohamed Kibachi, qui sera en charge de ces questions-là, bah, de prendre des renseignements, hein, parce que bon, ça fait partie des sujets bah, qu'on reprendra le moment venu, quoi. J'ai aussi été informé il y a une dame qui m'a fait un message concernant l'allée de Braque qui se trouve dans la commune, l'allée de Braque qui semble être une allée complètement abandonnée aux chiens et aux chats et qui est dans un état catastrophique. Je lui ai répondu évidemment que pour l'instant je ne pouvais rien demander en termes d'aménagement de travaux ou de nettoyage, mais que j'irai y faire un tour dès que j'aurai 5 minutes et que de toute manière on essaierait de voir ça quand on sera en responsabilité. Et puis, tant qu'on y est sur les informations diverses, je voulais vous dire que concernant la question du foot, là, la question de savoir si
la première de Blainville monte en R3 ou pas. Pour l'instant, les résultats officiels n'ont toujours pas été communiqués du point de vue de la Ligue, enfin du point de vue de la Ligue et des districts. Donc, on est dans l'attente de la communication des résultats officiels. Je suis allé sur le site du district là, et il y a toujours un message qui indique qu'il faut attendre encore la communication. Peut-être qu'on aura des choses dans le courant de la semaine prochaine. Allez, ouais, vivement que vous veniez nous voir aller de Brac, des voisins qui ne respectent pas les règles d'entretien, les rats vont bientôt arriver. Non, bah, je vais y faire un tour, hein, je vous promets, j'essaierai d'y faire un saut parce que bon, voir ce qui se passe et puis peut-être alerter. Je ferai peut-être dans le courrier de la semaine là, de fin de semaine, j'essaierai d'y passer avant et peut-être que j'alerterai Daniel Françoise sur la situation. Bah, sûrement, puisque j'ai pas de raison de penser que ce que vous me dites soit pas la réalité. Donc, bon, je vais aller voir et puis je ferai ce qu'il faut par rapport à ça. Alors, en termes de... Ah oui, c'est Séverine Malgrin qui me dit, dans ma commune, ils éteignent de 22h30 à 5h30 hein, sur l'éclairage. Oui, bon, donc, mais ça, c'est un système, effectivement, où il y a un arrêt complet. Mais il semble qu'il y ait des systèmes plus perfectionnés qui permettent un petit peu, à l'image, vous savez, des détecteurs qu'on met à hauteur d'une porte de garage quand vous voulez rentrer la voiture dans une allée ou autre. Il y a des détecteurs qui au passage, déclenchent l'éclairage. Et il semblerait que dans certaines communes, il y ait des systèmes comme ça qui fonctionnent. Il faut qu'on regarde, parce que ça peut être intéressant, là, en termes d'économie. Après, il faut voir le coût de genre d'installation. Quoi d'autre comme question? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y avait 63 personnes connectées à 19h08. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, oui, Fred me dit c'était une aire de jeu. Avant, on appelait le toboggan jaune et la pyramide. On parle toujours de l'allée de Brac, là, hein, de la situation de l'allée de Brac. Ouais, ouais. Je vais aller voir, hein, de toute manière. Oui, c'est à la Charrière Cornue. Bah écoutez, voilà, je propose donc qu'on s'arrête là. De toute manière, il est 19h15. On a eu cette suspension là de séance là pendant 10 minutes. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je pense qu'on aura beaucoup d'informations cette semaine par rapport à ce déconfinement du 11 là. On va regarder les choses de près. On aura des informations sur la date d'installation de notre conseil municipal. Et donc, je pense que la semaine prochaine, on pourra revenir un peu sur tout ça. Bonne semaine à vous tous.